Combien de chiens? Bien, moi, j'ai sélectionné 14 chiens sur 14. C'est ce qui a fait ma grande différence par rapport aux autres professionnels de cette course qui, eux, sélectionnaient 14 chiens sur 50, 100, voire 150 chiens. Comme je disais tout à l'heure, c'est une course aujourd'hui très professionnelle sur laquelle de grands mushers s'affrontent avec des ambitions et des enjeux très importants pour ces gens qui en vivent. Et donc, pour pouvoir prétendre gagner cette course ou figurer dans les meilleurs, ils entraînent beaucoup de chiens pour pouvoir, à quelques jours du départ de la course, sélectionner ceux qui sont les plus en forme, qui ont répondu le mieux aux entraînements qu'on a pu faire. Donc ce sont parfois de véritables teams avec ce qu'on appelle des handlers, c'est-à-dire des personnes qui aident le musher à entraîner les chiens. Donc c'est toute une écurie parfois et qu'organisent ces mushers pour pouvoir essayer de gagner ces courses qui sont devenues pour eux des enjeux considérables parce que c'est leur vie. Alors j'imagine que vous n'arrêtez pas là, aujourd'hui on parle de ça, mais c'est déjà beaucoup du passé pour vous. Oui, je reviens jamais sur les aventures anciennes, je suis toujours sur les suivantes. Il viendra peut-être un jour le temps où, au bord de la cheminée avec mes petits-enfants, il faudra que je revienne sur les anciennes, mais ce temps est proche, mais pas encore arrivé. Alors votre présent et qui prépare votre avenir, c'est quoi vos prochains challenges? C'est la préparation et l'entraînement pour une nouvelle course, pas cet hiver, mais l'hiver prochain. Sachant que d'ici là, j'ai aussi des projets, ou du moins surtout un projet de cinéma qui va m'emmener chez moi, pour une fois, après avoir été très loin, jusqu'au fin fond de la Sibérie pour réaliser un film long métrage. Je vais le faire chez moi, c'est-à-dire en Sologne, avec une jolie histoire que j'ai écrite, qui est le destin croisé de plusieurs personnages qui se retrouvent dans cet univers un peu particulier de la Sologne en 1930. Avec un casting formidable, puisque je vais tourner ce film avec, entre autres, François Cluzet, André Dussolier, Eric Elmoslino. Donc voilà, cette aventure à l'automne prochain, et puis l'hiver prochain, bien évidemment, le départ de cette deuxième grande course, parce qu'il y a 2 championnats du monde, on va dire, des conducteurs de chiens de traîneau. Il y a la Yukon Quest, qui est donc cette course que j'ai faite en février dernier, et l'Iditarod, qui elle se court au mois de mars et qui traverse toute l'Alaska. Le temps passe déjà très vite, Nicolas Vanier, on a bien parlé de la grande course, des prochains projets. Je voudrais, on ne peut pas, quand on vous rencontre, ne pas parler avec vous de la COP21 qui se passe actuellement, même si l'interview sera diffusée un petit peu plus après. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, par rapport à la COP21 ? Il y a d'abord et forcément beaucoup d'espoir. Maintenant, et avant même que la COP21 démarre, on sait quelles sont les contributions des pays. On s'achemine donc, je pense, vers une sorte de demi-succès qui, je l'espère, va être une bonne base pour aller vers là où il faut aller. Là où il faut aller, c'est limiter effectivement le réchauffement à 2 degrés. Nous allons sans doute sortir de la COP21 avec une simulation par rapport aux promesses qui va nous emmener vers 2,5 ou 3, ce qui est trop, voire beaucoup trop, parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes d'emballement climatique qui vont causer de très grands dégâts. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que mettre d'accord 195 pays, c'est très difficile, c'est une première. Il faut y voir donc des signes positifs, en l'occurrence la Chine et les États-Unis qui ont provoqué le grand échec de Copenhague sont rentrés dans la danse, donc ça c'est un signe positif. Il y en a d'autres négatifs bien évidemment, avec des pays comme l'Australie, comme l'Inde, comme le Canada et d'autres pays, on va dire pétroliers, qui freinent un petit peu de la patte, mais il y a quand même une ambition, il y a eu de très grands discours, alors bien évidemment il faut que ça se transforme en quelque chose de concret. Il y a surtout des clauses de révision qui ont été mises en place qui vont nous permettre d'ici quelques années de voir vers là où on va et évidemment, et je l'espère, corriger le tir. J'aurais souhaité bien évidemment que ça soit plus ambitieux, que les chefs d'État soient plus courageux, qu'on aille un petit peu plus loin, qu'il y ait une vision sur effectivement ce monde qui définitivement doit changer. C'est assez simple finalement, on consomme plus que ce que la Terre produit, et on émet plus de gaz à effet de serre que la Terre n'est capable d'en absorber. Ça s'appelle quoi ?
c'est la faillite. Et donc il faut réagir. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'actionnaires sinon sur cette petite planète, sinon nos enfants et nos petits-enfants, sinon la planète aurait été mise en faillite depuis très longtemps. Et c'est ça dont il faut se rendre compte aujourd'hui, il faut réagir. Et on réagit un petit peu mollement. Mollement par rapport à l'urgence, parce que vous le dites, par rapport à tous les voyages que vous avez faits, je l'ai lu parce qu'on a un petit dossier où vous vous exprimez, et vous dites que vous avez vu de vos propres yeux des différences quand même. Tous les voyageurs du monde voilà. le voient, parce qu'on ne peut plus le voir, ou alors il faut être totalement aveugle, et même en étant aveugle, en se rendant dans ces pays-là, il suffit d'écouter et d'entendre ceux qui subissent effectivement ces dérèglements climatiques. C'est vrai qu'en France, on connaît un réchauffement de 0,8 degrés et qu'on est ravi au mois d'octobre d'aller pouvoir se baigner dans la mer. Donc on ne se rend pas forcément compte des conséquences. On les mesure très bien, effectivement, et par exemple dans l'Arctique où ce sont des élévations de température de l'ordre de 3 ou 4 degrés avec des modifications absolument gigantesques, colossales, avec une nature qui parfois est complètement chaos. Donc il faut bien comprendre vers quoi on va. C'est aussi tous ces dizaines, voire centaines de millions de réfugiés qui demain vont être à nos portes et vont demander tout simplement à pouvoir donner de l'eau à leurs enfants qu'on ne pourra pas contenir derrière des barbelés. C'est toutes ces inégalités qui, à l'échelle de cette toute petite planète qui est la Terre, sont devenues insoutenables. C'est voilà un monde qui est au bout d'un système qui a produit de très jolies choses. Nous avons été sur la Lune, nous avons inventé les vaccins, nous avons prolongé la durée de la vie, on a fait des tas de choses formidables, mais on a aussi beaucoup détruit. Aujourd'hui, il faut changer de système, et l'impression que les chefs d'État donnent, c'est de réparer un petit peu comme ça la voiture, alors même qu'il faut la changer, quoi, tout simplement. Nicolas Vannier, un grand merci pour cet entretien, surtout sur l'ensemble de ce qu'on s'est dit, mais c'est très important qu'on vient de dire sur la fin, parce que pour moi vous êtes un de nos témoins, parce que vous êtes des voyageurs du monde, et c'est aussi pour des gens comme moi malheureusement qui bougeons moins, et on est nombreux, c'est important de vous entendre. Un grand merci Nicolas Vannier, et votre actualité c'est la grande course, disponible aux éditions XO, et il y a une version pour les enfants à partir de quel âge ? Vous le savez. On peut commencer à lire ça à 7 ou 8 ans. Ouais, à partir de 7 ou 8 ans, la grande course aussi aux éditions Hachette Roman. C'est en 2 formats. Mais c'est exactement la même histoire. Un grand merci à vous. Non, merci.